notre table ronde, quand on a commencé à préparer, on avait aussi l'étude que nous avons vue. Donc, c'était posé la question, en tout cas, on est parti du constat qu'il y a besoin vraiment de renforcer l'industrie de paiement qui connaît aujourd'hui les plus grandes transformations. Nous savons que nous rentrons dans une période de transformation, des ruptures, qui vont durer à peu près 4 ou 5 ans et qui se situent à tous les niveaux dans l'industrie. Ça touche à la fois les technologies, ça touche à la fois les moyens de paiement dans toute leur globalité, dans leur pluridisciplinarité, qui vont nécessiter vraiment des compétences et surtout des expertises, puisque notre industrie, c'est une industrie des perspectives. Donc, je commence peut-être avec vous, Solène. Comment gérer le manque de compétences féminines dans ce cadre-là, puisqu'on a besoin de force et on sait que les compétences féminines, ils ont toute leur place, en tout cas, dans cet équilibre d'égalité. Peut-être nous dire une petite anecdote de parcours ou partager une expérience professionnelle, parler aussi peut-être des perspectives, comment mettre en lumière les femmes. Je pense que la Fédération banque française, c'est une préoccupation, vous allez nous dire plus là-dessus. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup de votre invitation à cette table ronde. Alors, effectivement, d'où, souvent on doit situer, d'où l'on parle. Comme vous avez vu, moi j'ai un parcours plus récent en matière de paiement que mes co-intervenantes, puisqu'effectivement je rencontre les paiements depuis effectivement bientôt 5 ans, et c'est vrai que c'est une industrie qui est particulièrement captivante. Alors, comme vous l'avez vu, moi j'ai eu un parcours qui a conduit à connaître d'autres secteurs industriels, et donc effectivement au sein du secteur bancaire et financier aujourd'hui, je m'occupe effectivement notamment, j'ai le bonheur de m'occuper notamment des questions de paiement au sein de la Fédération bancaire française. Peut-être redire un mot de ce qu'est la Fédération bancaire française. C'est l'association professionnelle qui représente l'ensemble des banques qui exercent leur activité en France. C'est-à-dire, Banque française et représentation filiale des banques étrangères en France. Et donc, je voudrais du coup axer mon propos peut-être sur 2 aspects. Comment la FBF intervient sur le secteur des paiements, et puis revenir à la question effectivement de la place des femmes. Et si vous le voulez bien, je réagirai à l'étude aussi du point de vue de l'action de la Fédération bancaire française. Alors, sur le premier point, donc nous, en tant que fédération professionnelle, nous animons des groupes de travail des adhérents pour porter les positions de la profession auprès de l'ensemble des institutions, qu'elles soient nationales, européennes, voire internationales. Et donc, ça va beaucoup se situer sur les discussions normatives. Depuis 5 ans, quand je suis arrivée, c'était la période de l'application, de la mise en œuvre de la directive DSP2, avec l'authentification forte, les systèmes d'API. Et donc, effectivement, l'ensemble des banques ont, je dirais, mis en œuvre. Il y a d'abord tout le travail de réflexion sur la définition des modalités de mise en œuvre, typiquement, qu'est-ce qu'une API en matière de DSP2, comment la construire, quels doivent en être les contenus. Bon, tout ça, ça a été co-construit par la fédération, la profession, par une animation de place avec les acteurs que sont la Banque de France, et puis des animations de place que sont par exemple le Conseil national des moyens de paiement, qui est donc auprès de la Banque de France, animé par la Banque de France, et je suppose que Valérie en parlera peut-être, donc qui anime les stratégies de paiement. Sur ce point, je dirais que ce que j'ai vu, c'est au fond le fait que l'industrie des paiements est à la fois une industrie très technique et technologique qui se situe vraiment on the edge, comme comment dire en anglais, c'est-à-dire vraiment en poste avancé des ruptures technologiques, des innovations. Donc
c'est un domaine qui est passionnant par la dimension construction de l'avenir, invention des nouvelles modalités qui vont rejoindre d'ailleurs les usages des clients, donc le parcours client, nos usages digitalisés. Bon, donc c'est comment construire cela et de manière sécurisée, puisque effectivement le propre, je dirais, ou en tout cas une caractéristique forte du secteur bancaire et financier, c'est la sécurisation des données de paiement. Et donc, évidemment, il y a cette dimension toujours innover en toute sécurité. Donc, c'est cette dimension, mais aussi le fait qu'au-delà du technique et du technologique, au fond, ça devient de plus en plus stratégique. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour les métiers des paiements. Au fond, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était des métiers qui étaient moins connus, qui avaient moins de visibilité. C'était peut-être au fond plus dans les départements IT des maisons ou de l'ensemble des parties prenantes. Au fond, c'était peut-être plutôt dans le domaine IT. Et aujourd'hui, on voit que c'est très très lié, vraiment intrinsèquement lié à la relation client et puis à l'ensemble, je dirais, de l'industrie, de l'ensemble de l'animation technologique des transactions de gros comme des transactions de détail, retail. Et donc je crois que ça c'est une opportunité parce que qui dit passage technique et du technologique au stratégique permet de donner la visibilité et des perspectives de mobilité ascendante aux personnes qui travaillent sur ces sujets. Et ça, je pense que c'est vraiment très stimulant et puis une chance formidable pour les femmes qui travaillent dans ce secteur. Alors maintenant, peut-être sur l'aspect Fédération bancaire française, moi j'ai une vision, enfin la Fédération a une vision très positive et je dirais plus optimiste que peut-être de l'adresser l'étude tout à l'heure. Je vous invite, à ce titre, je voudrais dresser trois constats ou vous faire connaître peut-être 3 éléments. Premier élément, c'est qu'en fait, le secteur bancaire a été l'un des tout premiers, avant même qu'il y ait loi sur les parités, etc., à s'organiser du point de vue de la convention de branche dès les années 2000, vraiment au tout début des années 2000, pour la définition d'accords d'égalité professionnelle. Donc, on n'a pas attendu la loi dans le secteur bancaire, on a été vraiment proactif en matière d'accords professionnels. Donc ça, c'est super important parce que c'est un thème qui a été toujours beaucoup porté par les managements et par donc les partenaires sociaux, qui est de faire progresser et vraiment de dynamiser la promotion des femmes au sein des établissements. Et donc, deuxième élément, c'est que les statistiques sont quand même... On peut être fier quand on compare le secteur bancaire, alors voilà, il n'y a pas toutes celles d'entre vous ne sont dans le secteur bancaire, mais une bonne partie néanmoins des actrices des paiements sont au sein de grandes banques. Soyez conscientes et soyez fiers que la profession bancaire, la branche bancaire est l'une de celles qui est le plus active en matière de parité et le plus féminisée. On ne sait pas forcément toujours que 50% des salariés en banque sont des femmes. Alors on pourrait se dire, oui, mais quelle est la proportion de cadres? Moi, j'ai une statistique plus élevée que celle que j'ai entendue tout à l'heure, puisqu'en fait, 1 cadre sur 2 est une femme, et 1 femme sur 2 est cadre. Donc, au contraire, on peut être fier parce qu'il y a un taux de féminisation de l'encadrement dans les banques qui est plus élevé que dans les autres secteurs. On a aussi cette année, et tous les ans, mais là, on est à la saison de la publication des index d'égalité, vous savez, ce fameux indicateur multiple, là, synthétique. Eh bien, nous sommes à plus de aux environs de 87 points, ce qui veut dire qu'on est meilleur, 89 points même, on est meilleur qu'en fait la moyenne des secteurs professionnels au plan national. Donc, on peut être fiers parce qu'on est et optimiste, parce que nous sommes dans un secteur qui est très porteur pour les femmes. Alors, vous me direz, oui, mais est-ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure que du point de vue... Alors, c'est pour ça que je ne me situerai pas sur
ne regardons pas que le top management, regardons aussi les cadres des différents départements, des différentes lignes métiers. Il y a beaucoup de femmes qui dirigent des lignes métiers dans les secteurs bancaires. Alors, quid du secteur des paiements? Moi, je dirais, là, on rejoint quelque chose qui a été dit tout à l'heure par les viviers. Au fond, ce qui compte, et je pense qu'on peut vraiment se dire que le secteur bancaire est un secteur qui promeut les femmes et qui aide les femmes à monter. Aussi, s'il n'y a pas encore suffisamment de femmes dans le domaine des paiements, ce n'est pas parce qu'elles sont parce que leur institution, leur établissement, leur employeur ne serait pas en attitude de les promouvoir. Au contraire, on a des taux de promotion dans le secteur bancaire de 57% pour les femmes, qui sont en proportion plus formées, enfin, elles bénéficient d'une formation au sein du groupe, et elles sont promues à 59%. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment l'ascenseur promotionnel fonctionne dans le secteur bancaire. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un vivier, c'est qu'il y ait des jeunes femmes et des femmes candidates à ces postes. Ça veut dire qu'il faut effectivement que ça se joue du coup au moment de la formation initiale ou de la formation continue. Il faut que les femmes choisissent ces secteurs d'activité. Et vous voyez, je le dirais vraiment comme ça, je dirais, soyons confiantes dans le fait que les groupes bancaires vraiment promeuvent les femmes. Donc, ce n'est pas une question d'insuffisante promotion, bien sûr, on peut toujours progresser, et vraiment, on est très mobilisés, l'impression qu'on est très mobilisés, mais c'est constituons des viviers de femmes dans ces secteurs. Et je terminerai là-dessus. Nous sommes notamment très, très actifs dans toutes effectivement les actions qui se sont exprimées au cours de l'année écoulée en faveur de l'enseignement des mathématiques, parce que c'est très important dans l'industrie financière qu'effectivement les femmes se forment dans ces matières qui sont clés dans les technologies financières. Et je vous renverrai pour terminer, au fond, toutes ces données, où les trouvons-nous? Vous avez 2 formidables institutions en ligne que je voudrais vous recommander qui sont liées à la fédération. C'est l'Observatoire des métiers de la banque. Allez sur les sites, c'est vraiment super, parce que vous avez des publications très fréquentes mais vraiment documentées, statistiques, etc., sur les métiers dans la banque. Hommes, femmes, il y a vraiment des statistiques. Et tous les ans, nous publions un rapport statistique comparé femmes-hommes. Tous les ans, il y a des statistiques. C'est de là que je tire les informations, les statistiques que j'ai données sur la proportion des cadres, la proportion des formations, etc. Donc, je vous invite vraiment à consulter, à retourner, et donc ce qui nous permettra de partager mon optimisme pour le fait que les groupes bancaires promeuvent les femmes, à nous maintenant d'être plus appétentes et plus présentes sur ces métiers. On va donner la parole à Valérie qui représente la Banque de France, qui est l'institution de premier plan, qui aujourd'hui est la banque de télétransformation et surtout sur le paiement. Je pense que vous pouvez nous partager beaucoup d'initiatives de transformation technologique qui s'opèrent et peut-être de répondre à un écho à ce que disait Solène Lepage sur justement comment à la Banque de France est-ce qu'il y a un manque de compétences féminines? Est-ce qu'il y a un besoin? Comment ça se passe dans cette institution de première plan? Merci Corinna, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'offrir cette possibilité de partager mon expérience et un peu celle de la Banque de France avec vous aujourd'hui. Alors, ce qui me venait un peu à l'esprit en écoutant les discussions depuis le début, c'est que je commencerai par une citation un peu provocatrice de Françoise Giroud, donc ça date quand même d'il y a quelques années, qui disait « La vraie parité, c'est quand on nommera des femmes incompétentes à des postes à responsabilité. » Alors, c'est juste qu'on évite d'arriver à cette extrémité. Mais voilà, les autres mises à part, je vais un peu donner mon éclairage sur le sujet. C'est l'éclairage de quelqu'un qui, finalement, s'est toujours trouvé à sa place et qui, je peux le confesser aujourd'hui, a eu parfois un peu de mal à se convaincre que les femmes avaient des problèmes dans
leur capacité à pouvoir être promues, à pouvoir progresser, à faire ce qu'elles voulaient. Alors c'est sans doute parce que j'ai la chance, depuis le début de ma carrière professionnelle, d'évoluer à la Banque de France, qui est une entreprise aujourd'hui où il y a 46% de femmes, ce qui est pas mal, et quasiment 36% à des niveaux managériaux, et 32% des femmes sont directeurs généraux ou directeurs général adjoints, c'est-à-dire premier cercle de management à la Banque de France. Donc voilà, je suis peut-être dans une entreprise plutôt bienveillante et plutôt active depuis longtemps sur ces considérations-là. Alors ça ne m'a pas empêché de progresser dans ma réflexion personnelle sur le positionnement des femmes, aussi à l'aune de mon propre vécu, de ma propre éducation, parce que je pense qu'il y a aussi des éléments extrêmement importants à ce niveau-là. Donc peut-être quelques mots sur la Banque de France, qui a effectivement depuis très longtemps une politique d'équilibrage entre les hommes et les femmes, et avec des signaux assez marqués depuis plus de 10 ans maintenant, puisque les premières actions très très concrètes qui ont été visibles datent de 2009, avec une recherche d'égalité salariale, une recherche de diversité et d'inclusion des femmes dans les différents emplois, et pas uniquement dans les fonctions de back-office, de communication, etc., auxquelles on pense assez spontanément pour des femmes, avec des premiers, dès 2009, un premier accord sur l'égalité hommes-femmes, la mise en place de chartes, la mise en place aussi de réseaux, et d'un réseau qui s'appelle Talentuel, dans lequel, je vous rassure, il y a aussi des hommes, qui cherchent justement à brasser des idées, brasser des préoccupations, brasser des expériences, et finalement essayer de casser un peu l'idée qu'on a tous, qui est de dire ma situation à moi, elle est particulière, je suis la seule à rencontrer ça, et personne ne peut m'aider. Et justement, la mise en commun, elle permet de voir que les problèmes très particuliers qu'on a sont souvent des problèmes universels. Donc, beaucoup d'actions de la banque dans la mixité des postes, aussi dans la promotion des femmes à des postes à responsabilité, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement de la banque a affiché un objectif d'avoir 40% du COMEX composé de femmes. On n'en est pas très loin aujourd'hui. Évidemment, de supprimer les écarts de rémunération. Je ne parle pas de toutes les actions de formation, d'accompagnement, de mentorat. Donc, je pense qu'il y a une action importante au niveau individuel de l'entreprise. Il y a aussi une action importante, et on le voit dans les métiers bancaires, au niveau de la filière. Je pense qu'il y a aussi un effet de levier qui est possible par la filière, et ce que mentionnait Solène sur le domaine bancaire est tout à fait juste. Donc toutes les filières ne sont évidemment pas égales, il y en a qui sont plus avancées que d'autres, mais je pense que c'est un levier aussi de la promotion des femmes dans les entreprises que d'agir sur cette dimension filière. Donc côté Banque de France, on est par exemple très engagé dans Femmes Acquis Numériques, qui travaillent en particulier sur les métiers du numérique qui sont aujourd'hui des leviers de transformation économique, sociétale extrêmement importante. Alors peut-être pour poursuivre en illustrant mon parcours, moi j'ai passé une grande partie de ma carrière dans les paiements, dans les infrastructures de marché comme Corinna l'a indiqué, et j'ai fait quelques incursions dans l'IT. Donc aujourd'hui, je suis responsable de la direction générale de l'IT à la Banque de France. Donc je suis un peu une cumularde finalement, parce que je n'ai pas un parcours d'ingénieur, je suis une femme. Alors l'âge aidant, je commence à me départir de l'autre inconvénient que j'avais il y a quelques années, qui était d'être plus jeune que les collaborateurs que j'avais à manager, ce qui faisait quand même beaucoup dans mon équation personnelle. Et c'est vrai qu'au début, je me suis retrouvée... Alors, à la Banque de France, globalement, on est dans un environnement bienveillant. Ça n'empêche pas, dans le body language, qu'on vous témoigne quand même quelques étonnements sur le fait que vous soyez là. Donc j'ai bien vu au début qu'on me regardait avec une certaine sympathie, ou une sympathie certaine, et qu'on se disait, bon...
qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire. Alors certains se sont dit, bon, d'un point de vue décoratif, c'est clairement un atout. Voilà, il faut voir si, bon, à défaut, elle peut finalement pas tomber dans une sphère de neutralité où on va faire un peu ce qu'on voulait. Donc, voilà, c'est un peu insidieux parce que finalement, on ne vous donne pas de signes négatifs, mais on vous fait clairement sentir que on ne voit pas à quoi vous allez servir. Donc c'est vrai que finalement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me recentrer sur moi-même et à me dire, mais si je suis là, c'est parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire des choses. Donc que les autres ne soient pas convaincus, bon, tant pis. Et puis ça donne un petit challenge en plus, qui dire ça tombe, je vais peut-être essayer d'en convaincre. Et donc en fait, dans ma réflexion, ça m'a amené à faire le constat qu'assez souvent, et je suis un bon exemple, de fille pas mateuse à l'origine, pas un circuit scientifique, etc., pas nécessairement mauvaise en maths, mais me considérant pas suffisamment bonne pour aller dans une filière scientifique. Et je pense que pour les femmes, sans doute à la différence des hommes, on accorde une forte importance à la légitimité. Et on a besoin de faire des choses dès lors qu'on se considère comme suffisamment légitime pour les faire. Et donc, quand on ne se considère pas comme suffisamment légitime, on n'y va pas. Et la légitimité, elle emporte une autre chose, c'est que pour s'en sentir légitime, on a besoin d'être experte. Un homme, or pas tous, mais globalement, il peut se sentir légitime sans être expert. Donc il y a une forme d'élastique, on a une sorte d'élastique à l'arrière qui nous tire. Et c'est sans doute aussi notre côté bon élève, notre côté je garde les choses sous contrôle. J'ai besoin de me sentir à l'aise en expertise pour me sentir légitime vis-à-vis des autres et pour seulement m'autoriser moi à engager des choses, etc. Donc, je ne dis pas dans mon parcours que j'ai abandonné toute idée de comprendre les choses, d'être experte, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui était important dans ma légitimité, ce n'est pas simplement ce que je connaissais, mais qui j'étais. Et à la Banque de France, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des patrons, et je dis volontairement des patrons parce que c'était tous des hommes, qui se sont dit, tiens, c'est intéressant ce qu'elle présente et ce qu'elle propose, parce qu'au-delà d'une expertise, d'un avis fondé sur les choses, elle propose autre chose qui détonne un peu dans le paysage, mais qui correspond à ce qu'elle est, et qui correspond à ce qu'elle a envie d'assumer et à sa manière de manager, d'interagir avec les autres, de construire une stratégie, etc. Donc, en fait, ce qui m'a permis d'évoluer à la Banque de France, et je pense que sans doute ça aurait été le cas dans une autre entreprise, et c'est aussi le message que je porte. Je pense qu'il faut qu'on accepte davantage l'incertain. On aime bien garder les choses sous contrôle quand même. On pourrait faire un sondage. Qui parmi vous n'aime pas garder le contrôle? Vous avez regardé, j'ai vérifié que le micro-marché a le prendre. Ça, c'est typique de la mise sous contrôle. Donc, je pense qu'il faut s'autoriser à être plus dans l'incertain et s'autoriser aussi à jouer de cet incertain. Parce que ça peut être très jubilatoire et on peut se découvrir des talents en faisant ça. Et alors effectivement, il faut parfois se pousser un peu parce que l'invitation ne vient pas nécessairement des autres. Parfois, vous pouvez tomber sur des patrons, sur des interlocuteurs qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main, mais parfois vous n'en trouverez pas. Donc, je conclurai en disant qu'il faut avant tout se faire plaisir. Il faut accepter d'aller un peu plus dans l'incertain, prendre du plaisir au jeu, faire confiance à ses qualités de savoir-être, d'empathie, de se faire confiance, ça a été dit plusieurs fois auparavant, de faire confiance aussi aux autres, en disant mais s'ils vont y venir, ils vont voir un peu ce que je leur propose de différent.
Donc voilà, voilà ce que je vais partager avec vous. Une fois encore, j'ai la faiblesse de penser qu'on peut donner tort à Françoise Giroud, indépendamment de l'estime intellectuelle que j'ai pour elle. Donc voilà quelques éléments de partage personnel que je souhaitais livrer aujourd'hui. Merci. Cathy, je vais me tourner vers toi. Tu es donc directrice adjointe de la STET, qui est quand même une entité où la technicité est quand même très pointue. Est-ce que tu souhaiterais réagir par rapport justement à tout ce qu'on entend là sur la pénurie des femmes, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager en tant que femme dirigeante? Quelles sont les perspectives que tu entrevois pour pouvoir promouvoir davantage de femmes autour de toi et les actions qui sont menées par la STET justement dans ce sens? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour les questions parce que je suis la bonne élève, donc j'étais très inquiète. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et rebondir. En termes de compétences, et là vraiment je me suis projetée, je suis à la STET, c'est une boîte d'IT assez masculine, j'espère que c'est pas trop filmé, parce que voilà, beaucoup d'hommes, masculines sous tous les termes. Voilà, c'est l'IT. Bon. Ça c'était... Bon, voilà. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a 25% de femmes à la STET. J'étais en train de compter sur mes doigts dans le que dire de la STET, on est à un tiers, donc on y va. Et j'étais en train de me dire, mais comment on fait pour construire ces compétences? Alors, ce sont des convictions, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a 3 piliers. Premier pilier, constitution de vivier. Alors, vivier, on essaye d'attirer des femmes jeunes. Alors, c'est vrai que nous, on a un autre sujet qui est le langage dans la technologie, faire du Python, alors qu'on ne fait pas du Python, voilà. Mais vraiment essayer de rajeunir, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a toute une génération chez STET de femmes qui ont apprécié, qui apprécient STET, qui ont vécu une histoire et qui ont, j'ai pas envie de dire, un âge un peu plus entre 35 et 45. Comment on fait? Parce que c'est un vivier. Et donc c'est comment, avec ces personnes-là, on va encore plus monter en compétences. Ça, première chose, le vivier. Deuxièmement, la reconnaissance des compétences. Alors c'est un sujet où on parlait de dire, voilà, il faut développer son assertivité. Je pense qu'on peut écrire beaucoup de choses sur le papier en disant, voilà, les règles, etc. Je pense que c'est un effort de tous les jours, qu'il faut montrer l'exemplarité. Certaines personnes de STET ici que j'ai proposé de m'accompagner le savent. Voilà, il faut se pousser, se serrer les coudes. Et quand on parlait de sororité, c'est ça. C'est oser se dire, bon, allez, vas-y. Parce que de toute façon, si ce n'est pas moi qui te le dis, personne ne te le dira. Et puis un autre sujet qui est la reconnaissance des compétences, toujours avec chez STET qu'on a vu, c'est que l'industrie des paiements, c'est une industrie qui a toute une histoire. Et en fait, ceux qui ont construit les paiements, je suis désolée pour toi Hervé, ce sont des hommes. Donc il y a toute une génération d'hommes, voilà, qui ont entre 45, 60 ans, qui sont des experts, qui savent tout. La monétique, les flux, etc. Et quand tu arrives dans ce milieu, le savoir, c'est compliqué, parce que tu arrives en tant que femme, et en fait, tu remets en question leur modèle d'expertise et de savoir assez masculin, et ils ont peur de déconstruire ça, parce qu'ils ont cette position. Moi, je sais que j'ai souvent entendu des hommes disant, on promet cette femme, on la promeut parce que c'est une femme. Non. Le fondement de l'histoire, c'est quand même qu'il y a toute une génération, on est à la monétique, c'est 25 ans, donc toute une génération d'hommes. Et en fait, l'idée, c'est de passer un autre discours en disant il y a une transmission du savoir. Cette transmission du savoir, qu'elle soit faite auprès d'hommes ou de femmes, on s'en fiche. Mais ça permet de ne pas mettre les hommes qui ont aujourd'hui un savoir dans une position un peu de dire je détruis le socle sur lequel je suis. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qu'on essaye de faire et de sortir de ce débat homme-femme, etc. Mais quelque part, c'est comme ça qu'on peut le construire. Le troisième point, sur l'exploitation du compétence, alors on a un programme de gestion des compétences, des talents. Alors, je suis assez fière parce qu'on a un indice de 94 cette année.
91, alors j'ai été voir ma RH, j'ai dit 95 l'année prochaine. Elle m'a dit là, tu exagères, tu n'y arriveras pas. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. On a ce cadre, c'est une chose. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il est de notre responsabilité, à chacun, qu'il soit homme ou femme, d'adopter des comportements, j'allais dire, normaux. Pas sexistes, etc. Et on ne va pas parler de zéro tolérance, parce que ça, je trouve ça un peu... Mais voilà, d'être dans la bienveillance, et parfois... alors, quand je parlais à Adriana, on parlait le remplaçant de Régis. Voilà. Et on comprenait, non, c'est le ou la, quand même, ça peut être... C'est des petites choses qui permettent de construire ce modèle. En conclusion sur un peu quels sont comment nous on pousse les compétences, je pense qu'il y a 3 sujets. Il y a l'égalité. Comment on fait pour que le point de départ soit le même pour tout le monde, hommes, femmes. L'équité. Comment on fait pour que le point d'arrivée soit le même, à compétences égales, hommes, femmes. Et je crois beaucoup en la mixité. Parce que je pense qu'à un moment, on va se retrouver avec un effet balancier, qui est de dire on a mis beaucoup de démarches, etc., etc. Et il y a des hommes qui sont compétents, qui sont charmants, et qui vont commencer à dire ah non, là j'y crois plus dans votre modèle. Donc voilà, ce mot mixité, et je le dis parce que j'ai été voir des personnes chez Stade, j'ai dit mais alors attends, je dois parler sur l'égalité, t'en penses quoi? Mais non, mixité, homme-femme, vivre ensemble. En termes d'anecdotes, alors c'est le soir, hein, on va être cool. Voilà, je le dis parce que alors on m'a dit tu vas pas oser dire ça. Je dis bah si, après tout. Hein. Et puis après j'arrêterai là parce que je pense que là c'est fini. Alors en fait j'ai 2 anecdotes à partager avec vous. Et alors il y a 20 ans, j'étais plus jeune, je discutais avec mon boss, voilà, un homme brillant, vraiment sympathique. Alors après, je ne cherchais pas sur le CV, non, mais c'est pas mon boss en fait. Bref, et il me dit d'un air très docte, il me dit de toute façon, Cathy, il faut que tu saches, un métier qui se féminise est un métier qui se paupérise. Non mais vraiment, c'était il y a 20-25 ans, hein. Et c'était, mais tout l'argumentaire était ça, c'était de dire, et derrière ça, bon, il l'a dit pas mais pour expliquer le mouvement de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'égalité salariale et d'équité, c'est un des piliers de cette construction. Et je reconnais que une des premières choses que je fais, je passe beaucoup de temps avec la RH, c'est que je vérifie, point à point, mathématiquement, comme vous voulez, mais c'est le socle. Et on peut très bien dire, oui, mais lui, il a été... Non, équité, ça c'est vraiment un truc important. Donc non mais il était charmant, hein, c'était pas... Quand il m'a dit ça, j'étais jeune, hein, donc... Et puis alors, une autre anecdote, et je l'ai racontée à Corinna, elle ne me croyait pas, donc... Mais bon, après, j'ai rencontré un autre homme brillantissime aussi, donc avec un super diplôme, tout ça, etc. Et puis, on dit, sur tel poste, un tel... Ah non, une femme, pas possible. Même chose, je ne sais pas pourquoi, c'est à moi que ça arrive tout le temps. Je dis, ah bon. Et puis alors je dis, mais pourquoi? Et là j'ai senti le mur. Tu sais, la personne qui se ferme. Et bon, ok, très bien. Et puis en fait, je me suis dit, non, s'il y a un mur, c'est parce que le cerveau rationnel n'arrive pas à donner l'explication. Pourquoi? Parce que c'est émotionnel. Et donc, un jour, je vais le voir, on va prendre un café, je dis, dis-moi... Est-ce que tu connais des femmes remarquables? Raconte-moi, qui ont réussi professionnellement, qui ne sont pas ingénieurs, parce que c'était un ingénieur, bref. Il me dit, oui, ma femme. Alors là, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Et donc là, sous l'angle de l'humour, parce que je pense qu'à ces moments-là, c'est vraiment trop ancré, la seule chose à faire, c'est faire preuve de bienveillance et dire, écoute, ok, maintenant, regarde autour de toi, peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui est une femme remarquable. Et je pense que cette prise de conscience, parce qu'elle doit être personnelle, parce que dans le monde professionnel, ok, mais personnellement, c'est un chemin. Et je pense que pour certaines personnes qui ont été éduquées, qui ont 25, 35, 40 ans, voire plus,
d'années de modèles très masculins, non, mais il faut les aider. Ça ne sert à rien de confronter, c'est aider à prendre conscience. Donc voilà, j'ai raconté mes 2 anecdotes. Surtout, ne me demandez pas qui c'est. Ah oui, non, mais bon. Non, mais après, on a pu échanger. Sur les actions menées à la STET, alors comme je disais, on a un index égalité de 94. On fait beaucoup de choses. Je pense que bon, on a les frais de garde, l'équité salariale, ce fameux indice qu'on surveille. On a une politique d'accompagnement de la parentalité. Alors, petit clin d'œil pour Régis. Régis me dit, surtout, n'oublie pas de parler de la salle d'allaitement, parce qu'on vient de la faire, là. Donc, je l'ai fait, Régis. Non, mais c'est important d'avoir cet échange-là avec Régis. Voilà, c'est ça qui est assez positif. Et puis, accompagner donc, les potentiels féminins. Ensuite, ce qu'on a fait, ce sont des petites choses. C'est-à-dire que de la même manière qu'on fait Octobre Rose, on fait November. Voilà, point, par principe. Et puis on me donnait l'exemple, par exemple, pour la taxe d'apprentissage. On a donné notre taxe d'apprentissage à l'association Bicomtech, qui est une association qui promeut les femmes, les jeunes femmes dans la tech, l'IT, le numérique, etc. Donc c'est des toutes petites choses, mais à la fin, ça fait j'espère, ça fait une belle entreprise où j'espère les femmes sont heureuses. Et les hommes aussi. Voilà. Adriana, parce qu'on vient de parler avec la prise de poste récente à la Banque Postale. Donc Adriana, quand on a préparé cet entretien, moi j'ai compris que déjà avec les parcours qu'on connaît, vous avez aussi le parcours international. Donc je pense que ça va être très intéressant de partager avec nous un peu cette richesse que vous avez pu éventuellement observer et puis de dire à la Banque Postale, vous êtes arrivé récemment, mais je pense que vous avez déjà un état d'étonnement sur certains aspects de l'égalité. Oui, merci. Comme tout le monde l'a compris, je prie les postes d'un homme. Donc ça, c'est déjà les premiers constats, c'est important. Je vais dire quelques mots exactement sur la Banque Postale, mais vraiment, ce n'est pas l'objectif pour moi ce soir. Pourquoi ce n'est pas l'objectif? Parce que visiblement, je suis dans une situation très privilégiée. Donc, je travaille pour un directeur général, mon patron, le directeur général adjoint avec lequel je travaille, est une femme. Et la moitié de mes managers, plus que la moitié de mes managers, sont des femmes. Donc, je pense que je suis dans une situation où certains leviers ont été déjà utilisés. C'est une entreprise extraordinaire parce que ce n'est pas seulement, disons, dans mon domaine, dans les domaines des paiements, mais en général la banque et dans les groupes La Poste, que c'est vraiment un constat d'une présence très importante et à très haut niveau. Après, si je regarde ma vie et donc mon parcours international, l'histoire est complètement différente. Donc, j'ai démarré, comme quelqu'un l'a rappelé avant, mes premières 10 ans dans un gros cabinet de consulting américain. Chez McKinsey, fin des années 90, début des années 2000, les femmes étaient dans certaines, disons, parties de l'Europe, moins que 5% de la population totale des consultants. Aujourd'hui, évidemment, on voit une situation différente, mais à l'époque, on était vraiment une petite minorité. Quand j'ai fait mon MBA à l'INSEAD, 98, donc ça fait longtemps, mais pas trop longtemps, on était 20% des étudiants. Donc, encore une fois, une minorité. Et moi, j'ai toujours travaillé comme consultante avec des banques et des institutions financières. Donc, en face, j'avais des clients qui étaient pratiquement tous des hommes. La présence féminine dans les top management des banques était homéopathique. Et pas seulement en Italie, évidemment, quelqu'un l'a compris depuis mon accent, mais d'où je viens, mais vraiment à niveau européen, c'était plus ou moins les mêmes constats. Donc, qu'est-ce que j'ai appris et quels sont les leviers qu'à mon avis il faut utiliser? Moi, je vais en citer 3. Le premier, c'est réfère vraiment au fait d'avoir le courage d'utiliser des mesures de force. Quand j'étais beaucoup plus jeune, si quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'il faut établir des quotas
Est-ce qu'il faut mettre des règles? À l'époque, j'aurais répondu non. C'est le mérite. Et le mérite, en fait, on laisse faire au mérite, au talent, et les entreprises vont s'auto-régler. Bon, je suis beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins jeune. J'ai changé d'avis. J'ai vécu, en fait, une transformation radicale dans le monde des conseils d'administration des sociétés cotées. C'est une législation qui est passée en force un peu dans tous les pays européens, de l'Europe occidentale surtout, et ça a très bien marché. Parce que mon expérience, c'est que les femmes comme moi, qui ont été à un moment donné formées pour rentrer dans des conseils des sociétés cotées, aujourd'hui j'ai disons, une longue expérience de conseil d'administration des sociétés cotées comme membre indépendante, et j'ai suivi une formation d'un an. En formation d'un an, et j'ai travaillé en même temps, donc en formation sur tous les aspects importants. Et toute cette génération de femmes a à peu près fait la même chose dans tous les pays. Donc, dans les conseils d'administration, on se retrouvait, grâce au quota, avec des conseillères qui étaient super bien formées. Des personnes qui avaient vraiment les compétences et la préparation pour faire un métier spécifique. On ne s'en va pas conseillère d'administration indépendante. C'est un rôle complexe. Il faut l'apprendre. Et l'effet, au final, c'est que les sociétés, les conseils d'administration, les présidents, les actionnaires, ils ont voulu améliorer la qualité totale de leur conseil d'administration. Parce qu'on se retrouvait, du coup, les anciens conseillers qui étaient là historiquement, qui peut-être avec beaucoup d'expérience, mais pas le même niveau de formation, d'exigence, de rigueur. Et donc, ça, si on regarde aujourd'hui toutes les statistiques des qualités des conseils d'administration dans les différents pays européens, on a vu une amélioration globale. Et c'est un effet qui a lieu grâce au quota. Donc, aujourd'hui, je suis en faveur des mesures et des règles. Évidemment, les mérites doivent toujours primer. Donc, à conditions égales, il faut se donner les moyens pour faire sortir les talents féminins. Dans la recherche, par exemple, quand on recherche des managers sur les marchés, il faut vraiment avoir un œil attentif et pousser les chasseurs de tête, pousser les cabinets à aller rechercher les talents féminins. Donc, c'est même des mesures très pratiques et très concrètes. Le deuxième levier, pour moi, c'est la création et l'existence des rôles modèles. Donc, rôle modèle, comme vous les avez ce soir. Donc, le fait que les plus jeunes puissent voir des personnes, au final, qui ont un parcours, quelqu'un a dit un parcours exceptionnel. Moi, je pense un parcours normal, c'est-à-dire on a fait des études, on a beaucoup travaillé, on s'est engagé, on a sacrifié énormément de choses, je pense toutes, et au final, on est arrivé à faire des jobs intéressants, avoir des rôles intéressants, des responsabilités importantes. Donc, le fait de pouvoir se projeter, ça c'est très important. Donc, il faut créer des modèles, des références dans les entreprises et des modèles diversifiés. Je pense que chacune ici a un vécu différent, même à titre personnel, et c'est important que que chacune puisse se retrouver dans un modèle concret et qui existe. Et après, pour moi, le troisième levier, quelqu'un a parlé de sororité avant. Moi, je préfère parler de cooptation. Quelle est la formule au final qui marche très bien dans les conseils d'administration, dans les COMEX, dans les comités de direction, dans tout le monde? Oui, on a les recruiting, évidemment les recrutements, on recherche les personnes, on liste les critères, etc., etc. Mais au final, c'est la cooptation. En fait, il faut se faire coopter. À un certain niveau, on est choisi. Donc, quand on parle de positions importantes, on est choisi. Et donc, nous, en tant que femmes qui avons aujourd'hui des positions de responsabilité, c'est à nous de faire fonctionner la cooptation vers d'autres femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans sa tête. C'est un mécanisme important, il faut le faire fonctionner. Et là, je peux peut-être partager une anecdote, moi aussi, de ma vie personnelle. Il y a quelques années, je voulais absolument intégrer les comités de direction dans le groupe bancaire où j'ai travaillé, d'une partie d'une division très importante de la banque. J'estimais que j'avais les compétences. Je n'étais pas du tout timide. Donc, dans ces cas-là, je ne me sous-estimais pas, mais j'avais énormément du mal à me faire coopter. Finalement, j'ai réussi, il a fallu beaucoup d'efforts. Et 6 mois après, quand je vais demander un feedback à mon patron, j'ai dit, au final, tu es content, comment ça va, si après 6 mois, tu me donnes un feedback. Et son retour a été,
moi j'étais absolument bluffée. Il m'a dit, tu sais, moi je ne te voulais pas dans mon comité de direction. Il était très honnête. Pourquoi? Parce que moi j'avais mon équipe, qui est des hommes évidemment. On travaillait ensemble depuis longtemps. Et pour moi, d'intégrer quelqu'un de différent, il n'a pas parlé des femmes, mais c'était évident que le sujet était là. Pour moi, c'était un souci, parce que j'avais peur de perdre l'équilibre dans mon équipe, la façon de travailler. Moi, je blague aussi la possibilité de parler de foot les lundis matins, avant les comités. Mais en réalité, c'est une blague, mais ce n'est pas vraiment une blague. C'est tellement clé et ça doit faire partie, je pense, de notre responsabilité et de notre travail. Mon expérience internationale, c'est vraiment très diversifiée. Donc, je travaillais dans des pays de l'Europe occidentale où la situation est aujourd'hui beaucoup meilleure que quand j'ai commencé à travailler. Néanmoins, dans le monde des paiements et dans les banques, les femmes, quand ils arrivent à des positions de top management, c'est souvent des positions de staff. C'est très important. Mais moi, j'aime bien voir des femmes dans des positions de ligne. Ici, j'ai deux poids lourds à mes côtés, donc des personnes qui ont des responsabilités qui normalement ne sont pas confiées. Aujourd'hui, ils sont encore trop confiées à des femmes. Donc, ça va être ça la clé du changement. Et j'ai beaucoup travaillé, presque 9 ans, en Europe de l'Est. Et là, la situation est complètement différente. Évidemment, il y a des raisons historiques. Dans les Balkans, il y a eu des guerres récemment. Et bon, quelqu'un dit les hommes sont partis faire la guerre, les femmes ils ont commencé à gérer les entreprises. C'est vrai. Donc, dans certains pays, on trouve des CEO qui sont des femmes, etc. Donc, il y a vraiment des raisons historiques. Mais en général, c'est un écosystème qui était plus mature déjà il y a 10 ans dans la société que j'ai créée, j'ai présidé en Europe de l'Est. Mon Chief Business Officer, donc la personne qui s'occupait de Issuing Acquiring était une femme, le Chief Compliance Officer, le Chief Risk Officer et la patronne aussi des systèmes informatiques est une femme. Aujourd'hui, la CEO de cette société, qui après a été vendue à des fonds, est une femme. Donc, les niveaux de maturité culturelle étaient vraiment différents. Je pense qu'on a des sujets d'inspiration au niveau international importants. Il faut vraiment regarder. Mais moi, je suis très optimiste. Je pense que le futur devant, je vois, disons, les changements arriver. Et surtout, je commence à voir des talents à bon niveau, donc un vivier dont on a parlé avant, de personnes qui vont prendre notre place, mais il faut, comme j'ai dit, les aider, il faut les coopter activement. Merci. Vous êtes directrice des ressources humaines au sein de Transactis, qui est également un haut lieu de la technicité donc, en France. Vous avez cette lourde tâche d'accompagner les talents. Est-ce que vous pouvez échanger avec nous ce que vous mettez en place? Je suppose que ça va être une thématique que vous allez aborder, et puis également anecdotes, et puis comment est-ce que vous percevez justement le rôle des femmes? Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureuse de partager aussi cette table ronde avec vous. Alors moi, je vais vous parler d'un programme qui nous tient à cœur au sein de Transactis, qui s'appelle le programme Mix IT. Donc c'est un programme qu'on a lancé en 2022, donc qui a pour ambition de développer la mixité au sein de Transactis et d'augmenter la proportion de femmes. Donc parce qu'on est convaincu, donc au sein de Transactis, que la mixité c'est une source de richesse et une source de performance pour l'entreprise, parce que quand on a dans les équipes des profils qui sont différents, ça permet de nourrir l'échange et ça permet aussi de faire émerger des solutions qui peuvent être différentes et qui sont variées. Donc, on a lancé ce programme. Alors, on est parti d'un constat. Donc, un constat, c'est que on avait donc une décroissance de la représentation des femmes au sein de nos métiers de l'IT, au sein de Transactis, puisque depuis plusieurs années, on s'est installé autour de 30%. Et on avait également fait ce constat au niveau des recrutements, puisque là, on était bien en dessous des 30% et on était plutôt autour de 25% de femmes dans nos recrutements. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter ce programme. Donc on a fait ce partage de ces constats avec nos dirigeants.
qui ont tout à fait adhéré et donc qui ont été les sponsors de nos programmes. Et on a aussi partagé ce programme, enfin, ce constat avec notre communauté de travail. Et donc, on a recueilli beaucoup d'adhésions au niveau de notre comité de travail, et du coup, on a construit ce programme ensemble, donc à travers des groupes de travail, des ateliers de réflexion, qui ont réuni une quarantaine de personnes au sein de Transactis, et des groupes de travail qui étaient mixtes, aussi bien des hommes que des femmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit. Et on a même choisi collectivement le nom du programme Mix IT à travers un sondage de l'entreprise. Et donc, on a lancé notre programme en 2022, en mars 2022, le jour de la journée de la femme. Donc, par rapport aux différents thèmes que vous avez suggérés pour cette table ronde, c'est vrai que ce programme, ça va être un peu mon fil conducteur. Donc, par rapport aux compétences, dans le plan d'action qui est ressorti de notre programme, on a identifié effectivement un certain nombre d'actions pour travailler sur les déficits des compétences féminines. Alors, je distinguerai deux types de compétences. Donc, les compétences qui sont plutôt des compétences IT, des compétences métiers, des compétences techniques, informatiques, donc ce qu'on appelle plutôt les hard skills. Et donc, pour ça, on a identifié une série d'actions. Alors, pourquoi on manque de compétences? On l'a évoqué, c'est pas parce qu'on ne veut pas recruter des femmes, mais c'est plutôt parce qu'on n'a pas de candidates. Ou en tout cas, on en a très très peu. Et du coup, et ça vient, on le sait, du fait que les jeunes filles ne s'orientent pas vers les métiers d'ingénieurs. Elles ne font pas d'études d'ingénieurs et elles ne s'orientent pas forcément facilement vers les métiers informatiques. Donc, par rapport à cette situation, il y a une première action au niveau du recrutement. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est ressorti de nos groupes de travail, c'est qu'il fallait qu'on ouvre le champ des possibles en matière de recrutement. Donc, ce qu'on a fait, c'est très concret. Donc, on a commencé par travailler sur nos offres d'emploi, pour les rendre plus inclusives. Parce que justement pour lutter contre le phénomène d'auto-limitation, puisque les femmes, quand elles ne cochent pas toutes les cases d'une offre d'emploi, elles ont tendance à se dire que c'est pas pour elles, donc elles ne postulent pas. Donc on a travaillé sur ce sujet-là. On a aussi essayé de féminiser nos jeunes, les jeunes qu'on accueille dans le cadre de l'alternance ou des stages de fin d'études, en ciblant nos recherches, en participant à des salons qui sont dédiés justement avec des écoles d'ingénieurs, avec des jeunes filles, des salons spécialisés au recrutement de jeunes filles, et aussi avec certains partenariats avec certaines écoles. Et donc, ça nous a permis de recruter cette année une spécialiste en cybersécurité à l'issue de son stage d'études. Voilà. On a aussi dans les cartons de travailler sur une approche plus volontariste en matière de reconversion professionnelle, parce que c'est une source en fait de recrutement potentiel. Donc des femmes, d'intégrer des femmes qui n'ont pas forcément fait des études informatiques ou des études d'ingénieurs et qui viennent d'autres filières. Et donc dont on accompagnerait la montée en compétences à travers un programme de formation, et on serait accompagné par des partenaires qui se sont spécialisés dans ce domaine. Je pense notamment à un partenaire qui s'appelle Social Builder et qui monte justement des programmes d'accompagnement, montée en compétences pour des femmes en reconversion. Donc ça, c'est les actions sur le volet recrutement. Puis au-delà du volet de recrutement, on a aussi des actions qui visent le plus long terme, qui sont des actions en amont pour travailler pour convaincre les jeunes filles dès l'éducation. Donc travailler pour lutter contre les stéréotypes et susciter les vocations. Et pour ça, on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Elle Bouge. Donc c'est une association. On s'est associé aussi à la Banque Postale. C'est la Banque Postale qui a initié ce partenariat. Et donc, c'est une association qui organise des manifestations et des événements qui permettent aux femmes ingénieures de rencontrer les jeunes filles dans les lycées et dans les collèges. Et donc, je suis très fière de dire que nous avons ici parmi nous un certain nombre de femmes transacticiennes et qui vont aller. Il y a une semaine qui est organisée en mois de décembre. Ça s'appelle la Semaine de l'orientation, organisée par Elle Bouge. Et donc, ils vont aller dans les collèges et les lycées près de chez elles pour témoigner de leur parcours et conseiller les jeunes filles sur les orientations. Donc ça, c'était
plutôt pour les... Voilà, donc c'est vrai que je suis contente qu'on ait un certain nombre de volontaires sur ce sujet. Ensuite, donc, sur le domaine plus des soft skills, donc on en a déjà parlé. Là, on lance en 2024 un programme. Donc c'est un programme digital qui est dédié à accompagner le déploiement professionnel des femmes. À travers donc, une série de webinaires qui vont être sur des sujets qui vont résonner chez certaines femmes ou qui vont être des préoccupations pour certaines, peut-être des freins aussi pour leur développement. Donc on a parlé légitimité, gestion des émotions, le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc c'est tous ces sujets qui vont être abordés lors de ces séminaires. Donc c'est une coach professionnelle qui anime ces séminaires. Ces webinaires, pardon. Et donc, elle va aussi avoir tout un travail en amont du questionnement des femmes qui font partie de ce programme pour les préparer par rapport aux sujets qui vont être abordés, voir si elles ont le caillou dans leurs chaussures par rapport au sujet abordé. Et puis derrière, les mettre en mouvement pour qu'elles mettent en place des plans d'action par rapport au sujet abordé en séminaire. Donc ça, c'est le travail qu'on fait par rapport aux soft skills. Alors, concernant les anecdotes, moi je ne vais pas vous raconter une anecdote, mais je vais plutôt vous parler d'un parcours que je trouve assez singulier et exceptionnel d'une de nos collaboratrices et qui montre toute la force de la reconversion. Donc, il s'agit d'une jeune fille qui avait fait des études qui étaient à milieu de l'informatique, puisque en fait, elle a fait des études dans les sciences de la vie, voilà, et ça l'a amenée à faire un doctorat en écologie fonctionnelle. Et donc pendant 3 ans, elle a fait une étude sur la stratégie alimentaire, la recherche de nourriture des pingouins pygmées face à un changement d'environnement. Donc pendant 3 ans, elle a travaillé sur ce sujet et au bout de 3 ans, elle a décidé de ne pas poursuivre dans la recherche. Et donc elle a travaillé dans une association, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et puis il y a une amie qui lui a conseillé de faire un programme de reconversion. Donc de s'inscrire dans un programme de reconversion. Donc elle a fait pendant 3 mois. Donc elle s'est formée à l'IT, au développement. Et puis, elle a fait une mission, il y avait un CDI à la clé, donc elle a été prestataire de service. Et sa première mission, c'était chez Transactis. Voilà. Donc, elle a fait sa première mission. Et puis, comme elle s'est bien plu chez Transactis, à partir du moment où il y a eu, elle a vu une annonce qui lui plaisait, elle a postulé. Elle a été retenue, c'est moi qui l'ai recrutée. Et donc, elle est maintenant chez nous, chef de projet en MOE, au sein d'un de nos départements études et développement. Voilà, donc grande fierté. Alors moi, c'est vrai que j'ai suivi aussi, comme tu dis, toutes les questions. Et donc, sur le point de la mise en lumière des femmes, je voulais aussi parler des portraits de femmes. Donc, on a fait 10 portraits de femmes, des femmes de Transactis qui ont témoigné de leur parcours, de la manière dont elles vivaient leur métier, la mixité au sein de Transactis, de comment on pouvait s'épanouir dans le métier de l'informatique. Et donc, ces portraits, on les a publiés à l'externe, mais aussi en interne, et ça a été aussi une source de fierté pour nos collaborateurs. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je vais vous dire encore sur toutes les actions qu'on mène? Bien évidemment, on a un accord égalité hommes-femmes avec un certain nombre d'engagements en matière de formation, rémunération. On a aussi des actions de sensibilisation, notamment des conférences pour lutter contre le sexisme et les préjudices. Voilà. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, l'avantage et l'inconvénient de terminer cette dernière table ronde très riche, c'est que beaucoup de choses ont été dites quand même. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de mon parcours. Je reviendrai sur Squid, bien sûr, où j'ai un parcours finalement dans les marchés financiers, dans les marchés et les paiements. Donc, marché financier pendant à peu près 25 ans, et puis les paiements depuis 5 ans. Donc, déjà,
premier constat en fait, que je voudrais partager, c'est le fait de oser. En fait, quand on est une femme, je trouve que souvent on n'ose pas, candidater à un poste à responsabilité parce qu'il nous manque une des cases, des 25 cases, il y en a une qu'on ne coche pas. On n'ose pas forcément prendre de risques et de changer de département au sein d'une entreprise ou de quitter une entreprise ou de quitter un secteur. Moi, ce qui m'a aidé en fait dans ma carrière, c'est que j'ai beaucoup osé. Alors d'abord, je n'avais pas compris qu'il y avait un plafond de verre. J'ai compris un peu plus tard, mais je n'ai pas du tout compris ça au début. Quand je suis rentrée, donc il y a plus de 30 ans de ça dans la finance, j'étais chez la Bourse de Paris à l'époque, donc Euronext après. Oui, j'ai accompagné toute la transformation d'Euronext et j'étais dirigée ensuite dans ce qu'on appelait les marchés cash, c'est-à-dire toute la partie produits cotés chez Euronext. Et au départ, finalement, je ne me voyais pas comme une femme. Enfin, je ne gérais pas ça, femme, homme, je ne voyais pas comme ça. Mais j'ai vite réalisé que j'étais quand même la seule femme ou une des seules femmes dans les métiers business. Il y avait des femmes dans la communication, dans la RH, mais de gérer une ligne de métier business, il y en avait très peu. Et c'est en osant, en fait. C'est en osant, en innovant. Voilà, j'avais regardé, j'étais à la recherche à l'époque, chez Euronext, et j'avais regardé aux États-Unis, on parlait du marché des ETF, des fonds indiciels de côté, je trouvais ça passionnant. Et voilà, j'ai œuvré pour faire en sorte de développer le marché des ETF chez Euronext. Et si je n'avais pas osé faire ça, en fait, en me disant, voilà, je ne connais rien, je ne sais pas ce que c'est, etc., finalement, je ne l'aurais pas fait, ça ne m'aurait pas amené là où j'étais chez Euronext. Alors, pareil, j'ai quitté Euronext, je voulais voir autre chose, on fusionnait avec la Bourse de New York, je trouvais que c'était une fusion trop, et donc je suis allée dans l'asset management, donc la gestion d'actifs chez BNP Paribas. Alors, pareil, là, c'était un grand saut, parce qu'autant j'étais devenue vraiment experte. Entre-temps, j'avais fait un doctorat sur les marchés financiers, la liquidité des marchés financiers. Donc là, j'étais experte chez Euronext, autant dans la gestion d'actifs. Or, pas du tout. Et donc, ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'effectivement, c'est dans un monde qui est une très forte expertise, avec un métier d'homme beaucoup, avec des ingénieurs, des X, tout type d'ingénierie financière. Donc là, ça n'a pas été toujours ça, mais pareil, en fait, en essayant d'oser, donc en allant voir le CEO à l'époque, en lui disant, écoute, on traite tous les clients et on ne traite pas nos grands réseaux internes. Je pense qu'il faut créer un grand réseau, un département, une direction sur les grands réseaux où on peut vendre des fonds à BNP Paribas en France, en Italie, en Belgique, tous les pays où on a été présents. Et il m'a fait confiance et on a créé cette direction. Je suis rentrée au comité exécutif de BNP Paribas Asset Management pendant un moment, puis après j'en suis ressortie au moment de la fusion avec Fortis, mais c'est pas grave. Et j'ai beaucoup appris là. Mais là, effectivement, il y a des moments où on se dit, voilà, quel est le next step finalement, en fait, et quelle est la prochaine étape. Alors j'ai eu la chance, et la malchance, j'ai eu des problèmes personnels assez importants qui m'ont fait redescendre à Aix-en-Provence, que je viens de Provence, et là j'ai eu la chance d'aller dans une entreprise qui n'avait rien à voir, qui est dans les paiements, une fintech dans les paiements. Alors je vais des grands groupes internationaux, plutôt dans les marchés financiers, et j'arrivais dans une fintech dans le sud de la France, dans les paiements, où je dirigeais toutes les équipes informatiques. Donc sur 400 personnes, j'en dirigeais 300. Et donc là, ça a été un gros challenge aussi, alors culturel, choc des cultures, d'environnement, de type d'équipe, de projet. Mais ça a été assez passionnant. Alors tout n'a pas été simple là aussi, mais c'était passionnant. Et puis pour finalement découvrir, alors c'est pour ça que je voulais revenir sur le marché des paiements que je découvre depuis 5 ans.
recrutement, qui est un marché absolument passionnant et extrêmement innovant. Et depuis une dizaine d'années, ou une vingtaine ou une quinzaine d'années, ça s'est complètement transformé. On a vu l'apparition de toutes ces fintech. Donc moi, ça m'a passionné. Je suis arrivée dans une fintech. Et je trouve que la recherche de femmes justement dans les métiers des paiements, alors dans l'informatique c'est clair, il y a donc comme gérer les équipes informatiques de cette fintech. Bon, là vraiment essayer de trouver des compétences féminines c'est compliqué. Dans l'informatique c'est clair. Mais sinon, dans d'autres métiers, il y a plein de fonctions, il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que la technique, il y a plein de fonctions. Et c'est vraiment un secteur qui mérite d'être encore plus connu, encore plus mis en avant. Et dans ce type d'événements, et dans ce que tu fais, Hervé, depuis longtemps aussi, de promouvoir les paiements en France et en Europe, c'est vraiment très important parce que c'est un secteur qui est vraiment extrêmement passionnant. Et tellement passionnant que j'ai voulu y rester. Et donc je suis rentrée, donc j'ai eu la chance de rentrer chez Swift. Alors là encore, la sororité, je trouve c'est important. Alors moi je ne l'ai pas tellement connue pendant toutes ces années. Je trouvais que les femmes étaient plutôt en rivalité. Je vois que ça a beaucoup changé quand même. Donc ça c'est un grand constat que je fais. Autant quand j'étais plus jeune, j'étais une des femmes, une des rares femmes dans les comités de direction ou en tout cas dans les fonctions business. Autant maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus de femmes, et donc ça c'est très important. Et je pense que les quotas ont été aussi absolument clés parce que c'est parti du haut, conseil d'administration. Il n'y a plus personne qui remet en cause le fait qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration et les entreprises ne sont pas moins bien gérées maintenant qu'il y a 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et donc ça redescend dans les comités de direction et puis ça influe sur toute la chaîne. Et donc je suis rentrée chez Swift et là j'ai découvert une entreprise très différente de celle dans laquelle j'étais avant, très internationale, extrêmement avec une diversité extraordinaire. C'est-à-dire, les comités de direction, comités exécutifs sont très très diversifiés. Alors diversifiés au sens géographique du terme, puisque là on parle, voilà, on a des collaborateurs, des dirigeants qui sont indiens, qui sont anglais, qui sont allemands, qui sont américains, qui vivent à Dubaï, etc. Enfin, donc très 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 diversifiés. Au niveau des femmes, on est à 36% de femmes, 38% même de femmes globalement. Alors, globalement, après au niveau du management, c'est là où ça se raréfie un peu plus. Et donc, on a entrepris en fait, des actions assez systématiques. Déjà, dans les recrutements, il y a une obligation d'avoir au moins une femme candidate. Donc ça, voilà, donc ça c'est important. On revoit aussi systématiquement évidemment les grilles des salaires, ce qu'on appelle le plafond de verre au niveau des hiérarchies, des niveaux hiérarchiques. Alors sous Swift, il y a pas mal de niveaux hiérarchiques en termes de ce qu'on appelle les niveaux, qui va du niveau 20 au niveau 90 exécutif. Et donc là, on s'assure qu'à chacun des niveaux, on a une proportion de femmes qui est assez importante, qui est proportionnée. Alors, on n'y arrive pas pour tous les niveaux, mais en tout cas, c'est une revue systématique dans ce sens. Donc voilà. En fait, je voudrais conclure pour dire que avec mon expérience, finalement, je trouve que ça s'est vraiment amélioré de ce point de vue-là, de la représentativité des femmes. C'est plus un inconvénient d'être une femme, d'avoir le risque de tomber enceinte, c'est plus un inconvénient, ça devient maintenant au contraire un atout. Et j'en parlais dans Kelly, qui est une des femmes brillantes de Swift. J'en parlais tout à l'heure quand on préparait un peu aussi ensemble cette table ronde. Et c'est un atout, il faut surfer là-dessus maintenant. Il faut pouvoir effectivement, bien sûr le mérite, mais également aujourd'hui il y a des opportunités qui s'ouvrent et qui s'ouvriraient pas forcément il y a encore 15 ans. Voilà.
On voulait un peu finir la table ronde parce qu'on est tous, et vous êtes surtout des experts de l'industrie des paiements, un peu avec vos préoccupations actuelles, hein, parce que chacun a un sujet qui est très cher au cœur. Peut-être avec vous, parce que vous avez une contrainte, vous nous avez dit vous voulez partir un peu tôt, mais vous, en tant que directeur adjoint de la Fédération bancaire, c'est quoi vos préoccupations aujourd'hui dans notre industrie, sachant qu'on a eu beaucoup de législatifs, en tout cas la Commission européenne a fourni énormément de textes réglementaires. Ça a commencé le 28 juin, ça a continué récemment. Donc, si vous pouvez dire quelques mots clés que vous voulez dire en fin de table ronde. Oui, je crois qu'on est à une étape, tout à l'heure on disait, on est passé aussi du technique et du technologique au stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a aussi, au fait, beaucoup de choses qui vont être définies, des cadres normatifs qui sont définis au niveau européen. Et donc il y a eu la directive DSP2, il y a d'autres textes qui concernent les paiements qui sont effectivement, qui ont été proposés par la Commission européenne. Je pense par exemple au projet de règlement sur l'instant payment. Donc on voit qu'on est, je pense qu'il y a le défi aujourd'hui, c'est de montrer qu'en fait, nous sommes maintenant à l'interface avec aussi les autorités politiques, les co-législateurs, comme on dit au niveau européen, Parlement européen, Commission, etc. Et je pense que du coup, c'est vraiment le moment aussi de bien faire partager au plus grand nombre parce que c'est ce que sont ces technologies, ce que sont donc leurs prérequis d'un bon fonctionnement, d'une fiabilité, de la sécurité, tout ce qui sont en fait les propriétés de l'industrie des paiements. Et ça, c'est de le faire comprendre et de le faire partager maintenant à des niveaux plus institutionnels. Alors, c'est passionnant parce que, et justement, je trouve que ça, c'est aussi un des défis des matières techniques, c'est être en quelque sorte le décodeur ou le traducteur de l'expertise vers le discours plus institutionnel ou politique. Donc, je trouve que ça, c'est passionnant, ce qui montre aussi qu'il y a des facettes multiples dans les métiers, les opportunités de carrière, puisqu'effectivement, on peut être voilà, aussi une sorte d'ambassadeur de ces sujets auprès des institutions. Et donc ça, je pense que c'est aussi très important. Au fond, on voit que les paiements de demain se construisent beaucoup au niveau européen, donc soyons très présents aussi au niveau européen, et dans les instances où les choses se créent, en tout cas où la norme se définit, donc au niveau des institutions européennes, je pense qu'il faut qu'on soit très présent là-dessus. Alors, on le disait, hein, nous sommes notamment, c'est notamment notre rôle de la Fédération bancaire française européenne, d'être présent sur ces fronts, ces frontières, là je dirais ces nouvelles frontières des sujets de paiement. Merci. Marianne, c'est quoi la préoccupation actuelle? Oui, alors, notre préoccupation actuelle, c'est de poursuivre notre stratégie de faire en sorte que les paiements internationaux soient aussi fluides, instantanés que les paiements domestiques, et d'être finalement de pouvoir atteindre aussi les objectifs du G20. Il faut savoir que les pays du G20 se sont portés sur la question des paiements internationaux parce qu'il y a une corrélation évidente entre qui a été documentée entre la rapidité des paiements remis dans l'économie et la croissance économique d'un pays. Et donc, du coup, les membres du G20, les leaders du G20 se sont intéressés à ça en disant bon, il faut absolument qu'on améliore la rapidité, la vitesse, la transparence et les coûts des paiements internationaux. Et voilà, nous, on œuvre sur ces sujets en développant de nombreuses solutions, et ça, c'est une préoccupation importante. Je vais me tourner vers oui. le programme qui me tient à cœur actuellement. Vous avez déjà évoqué? Oui, je pense que j'en ai bien parlé, donc je vais plutôt parler des préoccupations. La préoccupation, c'est les ressources. Hein. Donc plus globalement, donc on a parlé des déficits au niveau féminin, et plus globalement les ressources en informatique, hein, parce qu'on a un marché de l'informatique qui est très tendu.
Et donc on a un certain nombre d'expertises, des expertises de niche, et on a du mal à trouver en fait des compétences et des ressources dans ces expertises de niche. Je pense au cloud, et puis voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est les développements technologiques qui font qu'il y a des compétences nouvelles qui sont rares et qui sont difficiles à trouver. Après il y a la jeune génération qui arrive et qui sont, disons, un peu plus volatiles, c'est-à-dire que eux, voilà, ils veulent une carrière accélérée, ils ont tendance à changer plus souvent d'employeur, on va dire, et voilà, ils ont peut-être pas le même attachement, donc ils ont tendance à pas forcément s'attacher sur le long terme à l'entreprise. Et donc il y a un sujet de rétention et aussi de captation de ces jeunes. Et puis, les motivations des candidats ont aussi pas mal évolué. Donc, au-delà de la rémunération, les candidats, ce qu'ils vont regarder, c'est la qualité de vie au travail, télétravail, est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il y a pas de télétravail. Ils vont aussi regarder le sens, ils ont besoin de sens, donc ils vont regarder quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont ses engagements. Donc en fait, il y a un vrai défi pour les entreprises de travailler justement sur l'attractivité et les leviers de fidélisation d'une entreprise. Donc voilà, donc, nous on a lancé un deuxième programme, un programme pour travailler sur notre marque employeur, donc pour justement identifier les leviers qui pourraient fonctionner pour Transactis. Je voulais parler à vous, Valérie, parce qu'à la Banque de France, les défis sont nombreux, en tout cas depuis longtemps, et on sait que tout ce qui va arriver, c'est de plus en plus ambitieux, et que le rôle de la Banque de France au sein de l'eurosystème devient de plus en plus important par ses compétences technologiques, avec toutes les activités autour des expérimentations, en parlant que de numérique, mais je vous laisse plutôt de nous dire un peu vos préoccupations actuelles. Alors effectivement, côté Banque de France, on a quelques enjeux en ce moment. Pour ne regarder que du côté de ma chapelle, c'est-à-dire l'informatique, je ne vais pas revenir sur la problématique du recrutement qu'on a parfaitement évoqué, mais de mettre l'accent sur dans les nouveaux leviers technologiques, et notamment l'intelligence artificielle, qui sont des nouvelles technologies extrêmement prometteuses, à condition qu'on les alimente correctement en informations et en données. Et sans même parler de l'IA générative, on voit bien que ce qu'on va alimenter, la manière dont on va l'alimenter, les biais éventuels avec lesquels on va alimenter l'intelligence artificielle qui est en train de se diffuser dans nos sociétés et dans nos économies est un enjeu extrêmement important. Donc il y a un défi économique, mais il y a un défi aussi sociétal. Donc ça veut dire que ces futurs éléments de levier technologique et ces futurs environnements technologiques, il faut impérativement qu'ils soient pensés, qu'ils soient développés et qu'ils soient gouvernés en reflétant toute la mixité de l'environnement réel. Donc c'est pas dire ça doit être gouverné, ça peut pas être gouverné par des hommes, ça doit être gouverné par des femmes. Non, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que ces technologies reflètent aussi la mixité de l'environnement sociétal. Donc je crois que pour ne viser que l'intelligence artificielle, on a un défi colossal en face de nous. Et ça dépasse les frontières de mon seul établissement pour, je pense, rejoindre un certain nombre de préoccupations ici. Merci. Donc, la banque a fait la réglementation dont nous parlons aujourd'hui et sujet à pas mal de défis. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre point de vue là-dessus? Oui, bien sûr, la réglementation, moi je dirais dans un niveau encore plus élargi, les paiements et les business de la banque de détail globale. Aujourd'hui, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un autre qui est vraiment où la compétition se joue à niveau global. Donc, on ne peut plus regarder
dans les périmètres français, on ne peut même pas regarder au niveau européen. Aujourd'hui, si je vous demande quelle est les brand, la marque la plus importante en termes de volume de paiement dans le monde, un des brands qu'on devinerait facilement, c'est ni un brand de banque, évidemment, ni Visa, ni Mastercard, c'est PayPal. Donc c'est évident que les défis devant nous, moi je parle évidemment en tant que manager d'une banque et personne qui a travaillé longuement pour des groupes bancaires, les défis c'est la désintermédiation. Il faut voir ces défis aussi comme une opportunité. Moi je parle toujours du fait que les paiements, ça sera vraiment considéré vraiment un point de décision et d'interrogation important pour plusieurs, potentiellement tous les CEO des banques en Europe, parce que c'est un business qui demande de plus en plus des investissements croissants en technologie, qui a des marges qui vont décroître et qui souffre d'une compétition globale et aussi des acteurs qui arrivent d'autres secteurs. Donc, ce qu'on a en face, c'est vraiment un moment clé de décisions stratégiques. On ne pourra pas rester dans la situation actuelle, c'est un luxe que je pense qu'aucune banque ne pourra pas avoir. Il faut prendre des décisions. Il y aura des banques qui prendront des décisions extrêmes. Moi, j'ai travaillé dans un groupe bancaire qui, à un moment donné, a décidé de vendre le business de l'acquiring et du processing complètement. Donc, de valoriser, disons, les assets et décider de les donner à quelqu'un d'autre. Il y a des banques qui sont aujourd'hui dans la démarche, même en France, de faire des joint ventures. On ne sait pas vers où, mais ils sont en train de faire des joint ventures avec des partenaires non bancaires. Il y a des banques qui se fédèrent évidemment pour faire d'autres choses. Mais dans tout cas, on n'aura pas seul la masse critique. Et quand je parle de masse critique, je ne parle pas des volumes de paiement et de processing, je parle vraiment de la capacité d'arriver à faire de la compétition vis-à-vis des géants mondiaux. On n'aura pas la masse critique tout seul. Donc, une décision s'impose entre les deux extrêmes de tout investir et vraiment faire les paiements, du paiement les corps de business et vendre le business. Il y a beaucoup de dégradations intermédiaires. Je pense que les banques seront forcées de se positionner. Donc, on a devant un monde très intéressant et des opportunités intéressantes. Merci. Aujourd'hui, on a dit que c'est vraiment une entreprise technologique, mais qui est incontournable parce que sans STEP, il n'y a pas d'intérêt bancaire, il n'y a pas d'échange. Et je pense que si on ne peut pas régler et en tout cas le système ne fonctionne pas, l'économie s'arrête. J'exagère un peu. Quoique. Voilà. Non, mais en plus tu poses, tu fais ce commentaire devant mon surveillant et mon client. Exactement. Donc en fait, en termes de ma préoccupation, c'est en ce moment, c'est cybersécurité et résilience. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Non, mais la vérité, et c'est vrai, autant dans les paiements, donc après on peut parler de stratégie, etc. Mais en ce moment, avec tout le contexte géopolitique, les JO qui vont venir, des incidents qui peuvent arriver, etc., je pense que pour STET, et je ne dis pas qu'on va en avoir, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup d'investissements sur la sécurité. On a, voilà, et sur la résilience, sur les reprises, sur qu'est-ce qui se passe en cas d'incident, les backups, les PCA. C'est vraiment un sujet qui est très très fort chez STET. On investit énormément. C'est des sujets complexes. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un de l'IT qui développe et qui a une culture de service, etc., à la fin, après avoir demandé beaucoup d'exigences, il finit par vous répondre de toute façon, Cathy, un serveur sans risque et sécurisé, ben tu l'éteins, puis c'est bon. Donc, c'est trouver cet équilibre et partager cette culture, parce que vraiment, je pense que sur les paiements, c'est aussi notre image. Et ça me permet de rebondir sur la préoccupation que j'ai toujours défendue dans les instances d'Hervé, c'est-à-dire, je crois énormément, parce que c'est dans l'ADN de STET, en l'interbancarité des paiements en France, et je pense qu'il faudra le promouvoir en Europe pour protéger alors protéger, c'est un grand mot, mais
continuer à promouvoir cette souveraineté et surtout l'alignement. Ça ne sert à rien que chacun y aille dans son coin, on ne va jamais y arriver. Si on a une cyberattaque, ça tombe sur mon voisin, demain ça peut tomber sur moi. Et c'est tous les paiements qui seront concernés. Le consommateur ne cherchera pas à savoir qui c'est. Et ça, c'est ce travail ensemble qui pour moi est clé dans les années à venir. Voilà. Je voulais les remercier parce que vos témoignages, c'est à la fois des témoignages professionnels et des anecdotes personnelles. Donc je trouve que vous avez fait un effort extrêmement important. Je crois qu'on a appris, on a entendu beaucoup de choses extrêmement importantes aujourd'hui. Je voudrais quand même bien montrer qu'aujourd'hui, on citait le niveau européen, du côté de la Banque Centrale Européenne, on a une femme à la tête de la Banque Centrale, au niveau de la Commission Européenne, on a une femme, et même à la DG FISMA, ce sont des femmes, et nous avons reçu Madame Georges Schroeder, qui était directrice générale adjointe de la DG FISMA à la Commission Européenne. Les femmes sont sorties, je crois, de la paupérisation, on disait ça tout à l'heure, des secteurs dans lesquels elles intervenaient parce que ça se féminisait, mais parce que ça investait, c'est ce qu'on disait notamment dans l'enseignement, etc., parce qu'elles accèdent aujourd'hui à des secteurs porteurs, et c'est le cas dans les paiements, on est dans des secteurs porteurs, et dans lesquels les femmes peuvent trouver non seulement des chemins de croissance professionnelle, mais de reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, de leurs compétences et aussi de leurs talents qui ne sont pas que professionnels. Et ça, c'est très important. Il faut savoir les mettre en avant. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que tout le monde en prenne conscience, que vous essayez de faire venir dans nos métiers des personnes qui peuvent être à l'extérieur, qui n'ont pas forcément les compétences technologiques, qui n'ont pas forcément les compétences professionnelles. Mais ça, on s'en occupera, hein. On y arrivera, mais il faut faire venir à nous parce qu'on ne pourra pas réussir cette transformation au profit du customer, au profit du client. On ne pourra pas réussir cette transformation numérique si on ne fait pas appel à davantage de ressources dans nos métiers. Voilà. Et on a, il faut être très clair, il y a des gisements au niveau professionnel auprès des femmes et je crois que c'est une ardente obligation de notre côté de bien montrer qu'elles ont des carrières à mener dans les paiements. Voilà. Je voulais vous remercier, je voulais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore en train de nous rejoindre, de rejoindre le groupe de travail European Women Payment Forum, qui a 6 mois, mais vous voyez déjà que ça va se poursuivre de façon extrêmement importante. Et vraiment, croyons dans le futur, parce que vous-même, tout ici, vous montrez qu'on a un potentiel de succès pour l'Europe des paiements. Merci beaucoup à toutes et à tous.